Madame la sénatrice, qu'il convient de remercier pour leur hospitalité chaleureuse, Madame la présidente de l'association, Mesdames et Messieurs, chers élèves, chers amis. Je voudrais remercier tout particulièrement la FPEH pour m'avoir convié à cette importante manifestation et également pour m'avoir demandé d'y prononcer quelques mots. À ce propos, lorsque Madame Antolini-Dumas m'a dit qu'elle mettait à ma disposition 5 minutes, n'est-ce pas, et m'a demandé également, du même souffle, de lui donner un thème d'intervention, j'ai dit, avec peut-être plus d'enthousiasme que, je vous en prie, avec peut-être plus d'enthousiasme, allais-je dire, que de discernement, j'ai dit bien, la littérature, école de la liberté. Vous vous rendez compte, en 300 secondes, la littérature, école de la liberté, c'est un défi, une gageure, qui ne me déplaît pas d'ailleurs de relever, et je vais m'efforcer donc en 2 points d'évoquer cet immense problème. J'irai vite, d'autant plus vite qu'il me tarde d'entendre des orateurs qui, eux, sont infiniment plus sérieux et plus profonds que moi, qui me contentent de vous apporter une petite bagatelle. Et il se trouve que, d'ailleurs, le thème de leurs conférences respectives, c'est-à-dire le mythe et le sublime, sont 2 sujets sur lesquels j'ai personnellement beaucoup réfléchi et sur lesquels il m'est même, à l'occasion, arrivé d'écrire. Alors, la littérature, école de la liberté, pour moi, ça peut représenter 2 sens différents. D'abord, la littérature, par les thèmes qu'elle cultive, est en soi porteuse de liberté, notamment dans ses plus grands moments. Je pense, par exemple, je vais donner 3 exemples, je pense à Antigone, n'est-ce pas, qui revendique la liberté de désobéir au juridisme étroit de la cité, incarné par Créon, demande la liberté de pouvoir enterrer son frère Polynice dignement, et de la sorte fait prévaloir, au-delà des lois écrites, un certain nombre de valeurs qui sont universelles et qui, précisément, elles, n'ont pas besoin d'être écrites. Je pense aussi, dans un tout autre domaine, au Don Carlos de Schiller, où l'on voit le héros éponyme, le marquis de Posa et Élisabeth articuler un magnifique discours de liberté qui s'oppose à 2 figures effroyables de cruauté et de dictature que sont respectivement le roi Philippe II d'Espagne et le grand inquisiteur. Et puis comment ne pas penser à Victor Hugo qui, sur un fond de, comment dirais-je, de répression carcérale qu'incarne magnifiquement le bagne de Toulon, la chaîne des bagnards, et également d'oppression politique avec la figure de Javert ou avec les baïonnettes, les canons qui vont, hélas, renverser les barricades érigées par le peuple en principe souverain. Victor Hugo, dis-je, qui dans Ces Misérables montre d'une manière absolument superbe qu'il ne peut y avoir de justice sans liberté. J'avais dit 3 exemples, je vais en ajouter un 4e, au risque de sautiller un peu d'un genre à l'autre. Je voudrais dire que, par exemple, le surréalisme ne peut se comprendre que si l'on a bien conscience du fait qu'il postule la liberté d'expression la plus totale pour, d'abord pour l'imaginaire et puis ensuite pour l'inconscient, et les forces de l'inconscient, voire du subconscient, et face au canon d'un certain académisme. Alors, je viens de parler des surréalistes, et de comment dirais-je, des conditions de création d'une œuvre littéraire, et ça me fournit peut-être une transition vers ma 2e, je devrais dire ma 2e, parce que ce sera aussi la dernière de mes parties, à savoir la façon dont la création littéraire, l'œuvre littéraire interagit dans son processus même de création
avec le lecteur et réussit à faire sortir du lecteur des forces de liberté, précisément, dont il n'avait peut-être pas conscience au départ. La littérature, lorsqu'elle remplit son devoir vis-à-vis du public, la littérature, comment dirais-je, avive le jeu libre de l'association des idées, incite à la réflexion, pousse l'esprit à travailler par lui-même, pour lui-même, et ainsi à se détacher des contraintes difficilement supportables imposées par des labeurs mécaniques sur la chaîne de production ou ailleurs, imposées également par un système, et là je pense à notre société, par un système médiatique à la fois standardisé et extrêmement aliénant. Je pense à chaque fois qu'il m'est donné de prendre les transports, métro, RER, voire le train, je pense qu'ils sont vraiment très riches, très heureux, ceux qui, oubliant un instant les servitudes de leur téléphone portable ou de leurs écouteurs, ouvrent leur besace et en sortent un livre. Alors dans ce cas-là, il se produit parfois un petit miracle. On voit ces gens qui se mettent à réfléchir, à prendre du recul, de la profondeur, et parfois, et c'est là que justement la merveille peut intervenir, parfois lèvent les yeux de leur livre et jettent un coup d'œil autour d'eux et même, dans certains cas, sourient à leurs voisins. Je crois que j'ai à peu près consommé les 300 secondes dont on m'avait gratifié. Je vais donc conclure, et je vais conclure, si vous le voulez bien, en citant un auteur anglais du XVIIe siècle que j'aime beaucoup, qui s'appelle Andrew Marvell, et qui, dans un très beau poème d'ailleurs, qui est traduit en français sous le titre de « À sa trop prude maîtresse », dit quelque chose comme ce qui va suivre, que je traduis approximativement. Dans mon dos, j'entends le bruit du chariot ailé du temps qui s'approche trop vite. Et c'est précisément ce qui est en train de m'arriver. Donc je conclus en disant vive la littérature, et en ces temps troublés où nous avons besoin de repères, plus que jamais, vive le livre.